Spécial confinement. Notez que les épisodes spécial confinement ont été enregistrés dans des circonstances exceptionnelles, chacun chez soi, bien entendu, pour respecter les règles de distanciation sociale, à 4 personnes à distance. Ça demandait certains défis techniques. Et on est revenu un peu dans le passé au niveau de la qualité auditive de nos épisodes. Bien entendu, je pense que pas mal tout est comprenable, la qualité est assez bonne. Il y a des moments où ça va couper un petit peu, on s'en excuse à l'avance et on vous souhaite une bonne écoute quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 6, spécial confinement 01. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Hello, hello! Hey, salut JF, ça va? Comment ça va, toi? Ben, ça va pas pire, ça va pas pire. C'est sûr que c'est un moment spécial, hein? Oui, oui, le confinement change un peu la routine, disons, hein? Exact. Et là, aujourd'hui, bon, on est revenu à une formule un peu plus classique. Ben, on expérimente et on espère que ça va bien se passer parce qu'on reçoit en plus 2 invités extraordinaires à notre épisode spécial confinement. Il s'agit bien entendu du seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Salut les gars, ça va? Ben oui, ça va bien toi? Ça va, toi? Ainsi que de l'académicien Sébastien Savard. Salut, merci pour le titre, à mon honneur. Oh, ça fait plaisir de t'avoir avec nous pour une deuxième fois cette saison. On est bien content, ça faisait longtemps qu'on voulait te parler, puis là, on te parle plus que nécessaire. Avec mes chats, avec moi. Oui, c'est ça, tout le monde est à la maison, donc avec des moyens un peu d'improvisation, donc j'espère, le contenu va être au rendez-vous, ça on peut vous le garantir. La qualité audio risque, par certains moments, peut-être de pas être parfaite, on va peut-être aussi se parler un peu par-dessus, mais on va faire le mieux qu'on peut pour que cet épisode soit le plus excitant possible. Youhou! Ben, comme d'habitude, on va commencer avec un petit tour d'actualité ludique. JF, en fait, je te lance tout de suite la parole, si c'est bon pour toi. Ben, c'est bon pour moi, puis ça va être bizarre à dire, mais je vais parler d'un jeu vidéo. Oh non, les gars, vous avez fait le Switch? Ben, dans ces temps de confinement, oui, je joue plus à des jeux vidéo en ce moment, là. Après, il y a toujours Tabletop Simulator ou les jeux en ligne, là, on va en reparler. Ça, on va en faire de plus en plus, je pense, dans les prochaines semaines. Mais jeux vidéo, oui, je voulais parler d'un jeu vidéo que je joue depuis longtemps, que j'aime beaucoup, et je pense que Sébastien aussi est un fan. Et c'est le jeu FTL, Oh mon Dieu, t'es retombé là-dedans. Faster Than Light. Oui, je suis retombé là-dedans parce que c'est un des premiers, dans les premiers jeux de type roguelike que j'ai joué puis que j'ai vraiment beaucoup joué, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, donc, un roguelike, ben, c'est un jeu où on va avoir une chance pour finir le jeu d'un coup. Dès qu'on va mourir, on va devoir recommencer au début. Il n'y a pas de save game, donc on recommence tout du début. Et ben, c'est dans l'espace, on fait des missions, on avance vers la fin de la partie, on essaie de rester en vie, on gère notre équipage, on gère notre vaisseau, les modules qu'on va acheter, tout ça. C'est un jeu, évidemment, qui est une génération procédurale, là, c'est-à-dire qu'à chaque partie, une map différente va être générée avec différents encounters, différents équipements qui vont apparaître. Donc, il y a quand même toujours une part de hasard dans les jeux de roguelike. Mais il reste une grande partie de stratégie, de planification et de bien connaître le boss final, qu'est-ce qu'il faut faire pour le battre, pour réussir à le vaincre. C'est super important. Donc oui, je suis retombé là-dessus, je vais en parler parce que c'est un jeu quand même que j'ai joué beaucoup. Et qui me fait penser quand même à du jeu de société, malgré qu'il y a un aspect un peu plus real-time, si on veut.
Donc, je sais, toi, t'es un grand fan, Seb. Tu t'as mis beaucoup d'heures, hein. Je pense que tu as tout débloqué, même, les Ouais, vaisseaux. moi je vais C'est-tu? passer le 300 heures là-dessus. J'ai tout fait Oh les boy. achievements, anormal. C'est un jeu que je connais de long en large. Puis même que je me dis que je pourrais quasiment le twitcher là, puis donner des commentaires par-dessus là, pour montrer des petits trucs. Là, parce que ce jeu-là, c'est dans les détails là, que tu peux vraiment Ouais. le masteriser. Là. Ben, d'ailleurs, un des Twitchers que je suis, il stream principalement ça, là. Ah, ok. Ouais, puis c'est rendu très technique à son niveau. Il joue toujours tu sais, au niveau le plus expert. Puis la plupart du temps, il gagne, mais il y a toujours la petite part de hasard dans ces jeux. Par rapport à l'actualité, là, moi je pense que j'aurais comme pas le choix de t'enchaîner parce que moi avec, ça a rapport avec le roguelike. Oh, Oh, ben, vas-y, nice. vas-y. Ben, en fait, souvent on fait nos plugs là, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie là, à la fin des épisodes, là, mais là je pense que c'est tout désigné pour parler de mon podcast que je fais de mon côté qui s'appelle T'es pas mon genre avec jeu.ca. En Ah, ce moment, nice. je fais la recherche pour un épisode. En fait, toute la saison 2 est dédiée aux jeux de rôle sur ordinateur. Puis là, on est rendu justement à parler des roguelikes et j'ai fait une recherche là-dessus. Et l'épisode n'est pas encore fait. Fait que je suis vraiment comme là-dedans. Fait que ça m'a fait rire quand tu en as parlé. D'autant plus que j'apprends vraiment plein de choses parce que je me rends compte qu'on sait pas vraiment c'est quoi un roguelike. Moi, je me considère connaisseur quand même un petit peu en jeux vidéo. Or, j'ai appris que, ben, premièrement, la différence entre un roguelike et un roguelite, je pense que Faster Than Light est vraiment dans le light parce que c'est des éléments de mécanique de jeu, genre de la philosophie de Rogue au OK. départ, qui est comme mis là-dedans. Tandis que le roguelike, avec un K, là, celui-là, c'est vraiment dédié à une petite série de jeux genre qui ont vraiment une essence qui retourne dans les années 70. Puis il y a vraiment pas beaucoup de jeux qui sont comme ça. Là, on parle avec les graphismes là, de l'ASCII, là, où est-ce que tout était joué là, avec des graphiques là, rudimentaires. Mais Puis il y a des ça jeux vient du jeu qui s'appelle Rogue, d'ailleurs, non? Ouais, j'essaie toujours de trouver une œuvre paradigmatique là, qui décolle un genre, là, si on veut. Puis le mot, le jeu Rogue, là, clairement, ça l'est. C'est comme c'est des jeux comme Rogue, parce qu'au départ, là, on est vraiment comme quand le jeu vidéo est en train de naître. Puis là, ben, c'est du monde qui se disent comme ben, c'est le fun les jeux textuels, l'aventure textuelle comme Adventure, mais ça serait aussi vraiment cool si on pouvait avoir du hasard là-dedans. Puis c'est des fans de Donjons et Dragons aussi, les personnes qui font les jeux vidéo au départ. Puis ben, c'est ça, l'histoire du jeu vidéo passe par Rogue invariablement. Puis finalement, on se rend compte que notre appellation aujourd'hui de roguelite ou de roguelike, là, quand on se trompe un petit terme, c'est pas mal plus lié avec Rogue Legacy qui est sorti, je pense, là j'ai pas la recherche devant moi, mais dans 2012 à peu près, là, ou peut-être un peu après avant. Puis ben, en fait, on est dans nos ordi, je peux le regarder, 2013 je pense. Puis, fait que c'est eux autres qui ont fait un jeu vidéo avec du permadeath, puis ce que tu décrivais tantôt là, avec Faster Than Light. Là. Ouais. Ben là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont ces éléments-là. Fait que là, on parle vraiment plus de roguelite maintenant. Tout ça, j'ai découvert ça genre, naïvement en me disant comme ben, je vais faire une recherche pour le podcast. Puis là, finalement, j'apprends vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Fait que là, j'ai pas mal déjà dévoilé pas mal de punch là, sur mon truc. Mais grosso modo, dans mon actualité, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Adam. Donc, c'est un mot pour Ancient Domains of Mystery, qui est vraiment un roguelike que ça fait depuis genre 1997 à peu près qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont arrêté ben, les graphismes, là, maintenant, ils ont comme rajouté là, des éléments par-dessus. Là, fait que le jeu est vraiment moins moche qu'à une certaine époque. Et il s'achète encore autour de 17 pièces sur Steam. Puis pour vrai, moi je vais probablement là je suis en train de jouer à ça pour en parler mieux dans le T'es pas mon genre, mais j'apprends vraiment plein de trucs, genre c'est un gameplay que je connaissais pas après toutes ces années là, même avec le profil que j'ai là, il y a plein de trucs nouveaux à découvrir là, dans ces mécaniques de jeu là. Fait que gardez au moins ce nom-là en tête, ADOM sur Steam. Allez voir vite, vite c'est quoi, ou attendez de voir le podcast C'était mon genre qui sort pour que je puisse parler de mon playthrough au moins. Là, parce que c'est vraiment dur en fait. Très dur. Très cool. Ouais. Ben, en fait, ça a l'air vraiment intéressant. Ça me fait penser éventuellement qu'il faudrait qu'on parle un peu du concept justement de roguelike light dans les jeux de table. C'est quelque chose qui est comme
pas tant clair comment est-ce qu'il peut être cerné. Mais bon, on va essayer de garder ça pour une autre conversation. Sylvain, je te laisse enchaîner avec ton actualité. Yes, ben, moi aussi, ça va être un jeu vidéo. Calisse, les gars, on est rendu un podcast de jeux vidéo ici? Excuse-moi, je suis enfermé chez nous tout seul, c'est compliqué. Ok, c'est bon. J'ai fait une petite liste des jeux vidéo que j'ai joués récemment. J'ai comme des petites passes où j'essaye plein de petits jeux sur Steam, un après l'autre. Des trucs dont on m'a parlé, j'ai entendu parler, ou bien qui a juste l'air un peu particulier. Puis, je me mettrai pas à faire la liste de tout ce que j'ai testé. Je vais en ressortir peut-être un ou deux, dépendamment de si ça me prend du temps à vous en parler. Mais je dirais que le premier, qui a été vraiment mon coup de cœur récent là, dans les dernières semaines, ben, même si je remonte à quelques mois, là, je trouve que c'est pas mal un des jeux qui m'a vraiment bien marqué, dans lequel j'ai embarqué. C'est Return of the Obra Dinn. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. Nope. Non? OK. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le jeu Papers, Please? Hein? Oui. Oui, OK. Si jamais il y a du monde qui connaisse pas Papers, Please, l'idée du jeu, c'était un douanier dans un pays qui ressemble à une des anciennes républiques socialistes soviétiques et tu dois gérer l'afflux de visiteurs et d'étrangers suite à la paix qui a été faite entre le pays pour lequel tu travailles et le pays voisin. Puis tout le jeu, c'est un jeu de vitesse, observation, mais derrière lequel se cache une trame narrative révolutionnaire ou bien collaboration avec le gouvernement, tout ça. C'est un jeu vraiment qui m'avait vraiment marqué quand c'est sorti. J'ai beaucoup apprécié. J'imagine vous autres aussi, les gars, ça a dû vous plaire à connaître vos genres. Hein? Papers, Please, moi j'ai joué à ça comme quasiment un achiever, là, où est-ce que je voulais optimiser chacun de mes mouvements. Là. Fait que, Ouais, moi j'ai eu encore plus de fun, genre à jouer d'un point de vue hardcore gamer plus qu'un gars qui checkait l'histoire en arrière. Ouais. C'est ça qui est Ouais, fou. moi j'ai aussi beaucoup apprécié l'expérience. Dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo que j'ai mis plus de 15-20 heures dessus. Et Paper Please en fait partie, en fait. Là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est assez accrochant parce que c'est à la fois une narration un peu en fond, caché un peu dans le fond, que si tu prends le temps de t'y attarder, tu as une histoire, mais le gameplay est vraiment intéressant. Mais bref, tout ça, je fais un détour parce que ce que je veux dire, c'est que Obra Dinn, c'est du même créateur, Lucas Pope. Donc, c'est pour ça que c'était dans mon champ de vision. J'étais vraiment curieux de l'essayer. Ça fait déjà peut-être 1 an ou 2 qu'il est sorti Return of the Obra Dinn. Et le gars l'a fait tout seul, comme c'est le cas pour son jeu précédent. Et il est parti dans une direction complètement différente. Peut-être qu'il va peut-être plus plaire à Simon parce que plus narratif et peut-être moins à Seb qui est moins gameplay. Le jeu, c'est comme une espèce de grosse enquête. En gros, il y a un bateau, le Obra Dinn, qui a disparu il y a peut-être 2 ans et le bateau réapparaît non loin des côtes de l'Angleterre et tu joues un représentant d'assurance qui doit aller constater ce qui s'est passé sur le bateau. Donc, tu embarques sur le bateau et on t'envoie une espèce de boussole un peu bizarre. Puis tu constates en fait en prenant la boussole que tu peux remonter dans le passé et voir des scènes spécifiques. Donc, tu entends les derniers dialogues qui se sont passés dans l'endroit où tu es et t'as comme une image arrêtée de la scène. Et tu peux te promener dans l'image arrêtée et en gros, tu collectes des informations et tu commences à découvrir toute l'histoire de l'équipage. Et il y a à peu près 60 passagers, si je dis pas de bêtises, et ton objectif, c'est de réussir à identifier les 60 passagers, qui ils sont, tu as la liste des passagers, tu as des photos, tu sais pas qui est qui, puis d'identifier comment ils sont morts. Donc, c'est une espèce de giga-jeu d'enquête dans lequel tu te promènes dans le temps pour regarder des scènes, puis avec une construction narrative vraiment déconstruite qui te permet pas de savoir tout de suite ce qui s'est passé. Tu la reconstruis progressivement, mais tu reconstruis aussi des sous-histoires. Donc, c'est assez capoté comme truc. C'est un jeu qui se joue peut-être en 10 heures. Je l'ai joué comme en 2 séances. Je l'ai commencé le soir. Puis je suis rendu à un certain moment. J'ai fait OK, il est trop tard, faut que j'aille me coucher. Puis dès que je me suis relevé, j'ai rembarqué dessus. Puis j'ai fait le tour du jeu à ce moment-là. Mais c'était vraiment très immersif. Pourtant, c'est un jeu avec un look. Les visuels sont très old school. Tu sais, genre vieil ordinateur des années fin 80, début 90. Là. Ouais, Donc, ça a l'air vraiment cool, effectivement. Les visuels sont vraiment particuliers.
Ben moi j'ai joué un petit peu, je l'ai pas complété par contre, mais j'ai beaucoup aimé ça là. Ce qu'on voit pas aussi là, c'est que les scènes que tu les revois, mais c'est comme souvent c'est des scènes fixes. Ouais, Comme tu vois une scène dans le passé, mais là tout ce que tu vois c'est une gigantesque, je sais pas, truc de pieuvre là. Les Voyons. tentacules. Des tentacules, oui, merci. Donc, tout ce que tu vois, c'est une genre de grosse tentacule sur le bateau, des gens qui sont en train de courir un peu partout. Puis ça, c'est une scène fixe, mais tu peux te promener dans la scène. Fait que tu peux aller voir différents angles, essayer de retrouver. Puis là, t'as un book avec avec une photo de tout l'équipage. T'essaies de retrouver qui. Ah, lui, il est là sur la photo, ok. Fait que lui, c'est peut-être un commandant ou c'est peut-être un amiral ou blablabla, tout ça, puis là, tu essaies de retrouver leur poste. C'est super original comme jeu. Hein? J'ai pas vu grand-chose dans le même genre. Ça ressort un peu des sentiers battus. ouais, ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jeff dit, là. Ça m'a vraiment comme jeté à terre là, comme jeu parce que c'est différent, c'est vraiment accrocheur, mais sauf que c'est vraiment très difficile comme jeu parce qu'il faut vraiment Ouais, que tu recoupes l'information, que tu retournes dans certaines scènes, que tu regardes ce qui se passe. OK, cette personne-là est à tel endroit. Si elle se tient à tel endroit, c'est que c'est probablement sa cabine. Si c'est sa cabine, je sais que les gradés ont telle cabine, donc c'est probablement un gradé, ou bien un personnage qui est en relation avec ce gradé-là. Puis là, il faut que tu vois, Wow. tu te Est-ce que fies à tu la prenais façon de son. des notes papier? Ben, oui, non. L'outil est quand même bien fait dans le Ok. jeu. Le journal que tu as est quand même bien fait pour t'aider à suivre. Mais ça m'est arrivé à des moments d'isoler certaines informations à côté parce que j'avais pas moyen de le noter. Il y a un truc un peu spécial dans le jeu, c'est que tant que t'as pas... en fait, pour que le jeu te dise que tu as fait trois bonnes hypothèses, des bonnes hypothèses, il faut que tu en aies fait trois qui soient valides. Donc, il faut que tu aies identifié la bonne personne et que tu aies identifié sa photo. Donc, sa photo, son nom et son poste et de la façon dont il est mort. Donc, quand tu en as trois, ça les débloque d'un coup, ça dit, OK, bravo, tu les as eus. Donc, des fois, ce qui se passait, c'est que j'en avais deux que j'étais pas mal sûr. Je les gardais en réserve, puis là, je faisais un peu des tests pour un troisième que j'hésitais, puis là, des fois, ça faisait comme, pouf, c'est réussi. Donc, tu sais, c'est un peu du essai-erreur. Donc, il y a certains moments, il y a certains trucs que j'ai pas, que je savais pas, mais à tâtonner, ça s'est débloqué tout seul. Hein? Ouais, puis j'imagine qu'il y a un effet d'entonnoir parce que justement, au fur et à mesure que t'en résous, ben, il en reste moins à trouver, c'est ça? Exactement, c'est ça. Hmm. Mais c'est ça. Puis sinon, il y a juste la fin que j'ai trouvé un petit peu rapide. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lire sur Internet la fin de l'histoire pour être sûr que j'avais bien saisi. C'est comme arrivé un peu par surprise, je dirais. Parce que comme ils te reconstruisent la narration avec des éléments comme séparés puis que tu dois faire les ponts toi-même, quand arrive la fin, c'est comme, ben voilà. Puis là, t'es comme, OK. hmm, Sinon, pour le reste, très, très différent, très, très accrocheur comme jeu. Ah, super, c'est à très cool. essayer, assurément. Ouais, je vous Ben, invite. de mon côté, en fait, je vous parlerai pas non plus de jeux de société, mais bon. Je vais Quoi? Qu'est-ce qu'on juste. devient? Qu'est-ce qu'on devient? Non, non, mais en fait, je vais juste faire un peu de promo. J'en ai des jeux à vous parler, mais ça va être dans les autres épisodes de confinement. Dans le fond, je vais faire un peu comme Seb, faire un peu de promo pour notre channel Twitch. Maintenant, on est de plus en plus actif sur Twitch. On fait de plus en plus de live. On en fait même l'après-midi maintenant. On en fait le soir, on en fait l'après-midi. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe, mais on diversifie un peu le contenu. Et d'ailleurs, probablement que vous l'avez peut-être vu ou non, mais je vais commencer à jouer solo dans des moments où GF est pas disponible, où j'ai pas d'autres amis pour streamer, à faire des fictions interactives, donc des livres dont vous êtes le héros si on veut. Euh, je pense que ça va être c'est assez intéressant comme concept, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Très cool. Super. Ben, messieurs, on est là. On n'avait même pas dit quel genre d'épisode ça allait être aujourd'hui. C'est le spécial confinement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 épisodes consécutifs spécial confinement. On fait ça là. On était supposé de faire ça en personne au moment où le confinement était un peu moins extrême. On a décidé, bien entendu, vu la situation, de le faire à distance. Le concept, c'était chaque personne apporte un sujet
Et en fait, on en parle, la personne nous expose son sujet comme elle le veut. On sait pas vraiment les sujets des autres, on a les grandes lignes, mais très peu. Et soit que la personne nous le présente et on en parle, ou soit que ça va être une discussion libre, ça va être à voir en fonction du sujet. Donc, messieurs, est-ce que ça vous convient toujours comme formule? Allons-y. Bien sûr. Parfait. Ben, on va commencer sans plus tarder, justement, avec un sujet qui est vraiment d'actualité. Sébastien Savard va nous parler des jeux de société en ligne. Ouais. Mais en fait, ce que j'avais dans la tête, c'était peut-être de jaser avec vous autres, c'était quoi vos feelings par rapport à ça. Peut-être l'angle pour l'amener. Moi, ce que je propose déjà, c'est de vous parler de ma tendance personnelle à jouer à des jeux de société solo. Est-ce que vous autres, vous jouez à ça, des jeux solo? De plus en plus, mais je te dirais que c'est rare que je vais jouer à un vrai jeu solo. Souvent, mes expériences de jeu, ça va être plutôt de prendre un co-op et de le jouer comme si on était 3 joueurs, mais de jouer tous les joueurs seuls. OK. Probablement que je vais m'aligner là-dessus aussi. Les autres? Vas-y, Jeff. Moi, j'ai pas une grande expérience de jeu solo. Après, les où je vais jouer solo en jeu de société, ça va être surtout sur Internet, justement, donc Board Game Arena, ces choses-là. Sinon, il y a quelques jeux à l'occasion que je sors pour jouer solo, mais c'est plutôt rare, en général. Pour ma part, je l'ai fait quelques fois pour apprendre le jeu. Mm. Donc, des jeux qui est possible de jouer en solo, juste pour le comprendre, pour pouvoir le présenter, l'expliquer quand c'est un jeu qui était assez touffu ou qui me semblait pas clair. Mais sinon, comme disent les gars, c'est sur mon téléphone ou sur Internet, des versions adaptées numériques de jeux de société. Mais à part ça, je pense peut-être à des scénarios. Il y a des scénarios solo dans Gloomhaven que j'ai fait tout seul. D'ailleurs, Ah ouais. il y en a un qui est installé présentement sur ma table. C'est des scénarios solo, en fait. C'est des scénarios pour débloquer un item spécial pour le personnage. Donc, chacun des personnages du jeu a sa mission solo. Donc, tu débloques un item spécifique. Donc, je l'ai fait pour les différents personnages que j'ai eus. C'est intéressant à essayer. Sinon, les jeux solo, je vais plus être jeu vidéo quand je vais jouer à un jeu de société tout seul, en fait. Je joue plus à un jeu vidéo. OK, ben ça marche, la question que j'ai posée, parce que vous allez vous rendre compte que je vous ai un peu trické. C'est genre un peu ça que je fais en classe aussi. Puis le constat, d'habitude, genre, c'est que je me rends compte qu'on a déjà la plupart des éléments de réponse dans lesquels j'aurais voulu là, qu'on entre. Fait que good job, les gars. Moi, par exemple, il y a de quoi de particulier dans mon cas. Puis là, ça, c'est vraiment bizarre. C'est que moi, je jouais solo à Axis Analyze. Puis Axis Analyze, on sait que c'est un jeu quand même touffu. C'est dans le temps que j'avais pas encore découvert là, beaucoup de jeux de société. Mais ça me permettait de me pratiquer un petit peu comme Sylvain l'a dit, là, pour découvrir les règles, mais aussi pour parfaire un petit peu des stratégies. Fait que c'est des après-midi complètes, là, ce jeu-là, juste à mettre en place, ça peut prendre là, quasiment 1 heure. Si tu as 5 joueurs, tout le monde place sa faction, mais si tu es un seul joueur, c'est tout toi qui place, fait que c'est encore plus long. Puis tu peux même pas penser à ton tour pendant que les autres réfléchissent au leur. Fait que c'est vraiment un marathon intense, mais ça marchait vraiment bien parce qu'il y a une forme de hasard à l'intérieur. Fait que je faisais vraiment de mon mieux avec une nation, genre avec ce que je ferais si j'étais dans cette position-là. Puis après ça, je roule les dés, je fais comme oh mon Dieu, j'ai pas été chanceux contre moi-même. T'sais. Fait que ça marchait quand même assez bien. Mais c'est vrai que c'est pas si pire à cause de ça, justement, vu que c'est pas un jeu où toute l'information est secrète, puis ça peut marcher effectivement. Là. Puis c'est ça, puis ça peut marcher, puis dans d'autres cas, ça peut ne pas marcher du tout, parce que quand tu as des trucs de hasard ou de l'information, genre que les autres joueurs ont, j'ai essayé de leur faire à route, par exemple, puis j'ai comme ok, non, ça marche plus ou moins, parce qu'il y a des cartes en main, genre que je suis pas censé savoir qu'il y a une embuscade qui peut me sortir. Tu sais. Ouais, j'ai fait un peu la même chose il y a très longtemps lorsque j'avais acheté Risk Godstorm. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Entendu parler, ouais. Ça, c'est là, on remonte, j'étais au secondaire, genre, on tripait Risk beaucoup, puis j'ai eu une nuit, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, ok, j'ai envie de jouer. Évidemment, on est en plein milieu de la nuit, donc j'ai joué contre moi-même. Hein.
Donc, si vous pouvez pas trop en parler, c'est un peu bizarre et un peu. Il est trop tard, là, je pense. C'est enregistré. Ah, Mais ça a non, été mais dit. faut. Non, mais on fait des tests, puis après ça, dans un autre point de vue, genre, ça reste quand même un comportement, selon moi, là, qui est valide ou intéressant. Parce que ben, c'est ça, c'est que là maintenant les jeux en proposent là, des modes solo, puis ça, mettons Terraforming Mars en ont un, les jeux là à la Stone Meyer, souvent ils ont ça, un automode en boîte là. Puis ça c'est relativement nouveau comme phénomène, puis pour vrai, moi je trouve ça cool, tu sais. On pourrait quasiment le voir comme un casse-tête à la limite là, tu sais, on fait du casse-tête en solo, il y a personne qui capote quand tu dis quoi, tu fais du casse-tête en solo. C'est quasiment des jeux où est-ce que c'est comme un puzzle des fois, genre ouais, c'est un petit peu plus complexe sont eux. Puis le jeu vidéo se fait en solo aussi. Fait que moi, pour vrai, à part là, le préjugé ou l'allure d'être le nerd tout seul qui joue avec ses petits bonhommes là, en caltron à la table, je pense que pour vrai, c'est une pratique là, qui est quand même intéressante. Ben, Mais je pense... Seb, un des points à propos de ça, désolé JF, je te laisse y aller tout de suite après, Oui, c'est le fait qu'en français on dise un jeu de société. On Oui. dirait que le fait de jouer solo à un jeu va automatiquement amener une connotation qui est un peu négative. Alors que, mettons, si on regarde en anglais, ben, ça va être board game, tabletop game. On n'a pas comme ce concept de tu dois être en groupe pour jouer, tu sais. Ouais, puis pourtant, on peut habiter seul puis être en société quand même. Là. Être en dehors d'une société, là, faut faire exprès. Là. Le terme société, il veut pas nécessairement dire coller à d'autres êtres humains. Je pense, bien noblement. Mais ce que j'allais dire, c'est aussi, je trouve que les modes solo, il y en a de plus en plus dans les jeux, mais ils se sont aussi de plus en plus améliorés. Dans le sens que avant, les jeux qui proposaient des modes solo, souvent, t'avais l'impression que c'était un peu comme les modes à deux dans des jeux à quatre joueurs, là. C'est-à-dire que c'était un peu forcé dans certains jeux, qu'ils le mettent juste pour en avoir un, pour pouvoir le mettre sur la boîte, mais que c'est pas nécessairement, ça n'a pas été réfléchi pour ça, puis tu vois que c'est pas accompli. Je trouve que c'était beaucoup plus ça avant et de plus en plus, ben là, on commence à avoir des mécaniques plus intéressantes de jeux solo. Mais je pense que ça contribue aussi beaucoup au fait qu'il y a une montée de popularité là, de jouer seul aux jeux de société. Et aussi, il faut dire que pour les passionnés, les gens qui aiment des plus gros jeux, qui n'ont pas nécessairement le groupe de joueurs souvent disponible pour jouer à ce genre de jeu, ben le mode solo, ça permet ça aussi. Hein. Ça te permet d'explorer des jeux que t'aimes jouer ou rejouer à des jeux que t'aimes jouer sans avoir la contrainte d'avoir un groupe d'amis spécifiquement pour ça. Mais c'est vrai ce que Simon, dans le jeu de société, pour moi, ça inclut pas de jouer solo. Tu sais, ça inclut de jouer en société, ça inclut de jouer avec du monde. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre là, comme concept. Je pense que des. Ouais, vas-y, Sylvain. J'allais juste dire, comme le disait Simon, il y a beaucoup de jeux coop que tu peux jouer en solo au final parce qu'il n'y a pas d'informations privilégiées dans la majorité des coops. Puis en fait, les coops, je les vois aussi de base comme des espèces de casse-tête qu'on cherche à résoudre. On essaie de résoudre en groupe, mais c'est un peu la même chose. Donc, ça fait un peu le pont avec ce que tu disais, Sébastien. Juste un petit truc pendant qu'on est en train de jaser de ça, j'ai fait une petite recherche rapide parce que sur Facebook, juste pour donner une idée, il y a un groupe Facebook qui existe qui s'appelle Jeux de société en solo. Puis le groupe a été créé en décembre 2017, donc on pourrait dire en 2018 finalement, là, si on veut arrondir. Donc ça fait 2 ans que le groupe Facebook existe, donc c'est un groupe francophone et il y a 6300 membres dessus. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc ça montre qu'il y a vraiment un intérêt pour la chose. Ben en fait, c'est clairement l'autre argument que j'avais, c'était ce que vous disiez aussi là, par rapport aux jeux coop, là, parce que moi je suis un détracteur des jeux coop en règle générale, parce que je me dis tant qu'à ça, j'aimerais mieux jouer solo, un peu comme Simon disait, je pense, parce qu'il fait plusieurs personnages en même temps, ou même truc là, pour le Gloomhaven, genre, tu dis que tu avais des scénarios solo, mais moi je me verrais clairement jouer à Gloomhaven tout seul pendant des mois. Si je l'avais, je le ferais, je pense. Ben, tu sais, tu dis ça, puis réellement, il y a des jeux coop que je ne joue plus avec des gens parce que j'ai trop joué. Fait qu'au final,
je veux pas être un alpha player, mais je veux quand même jouer pour gagner quand je joue à des jeux coopératifs. Donc des fois, je joue avec des nouveaux joueurs, c'est comme, ben je vais te dire tout quoi faire, ou sinon je vais nous regarder perdre. Je pense particulièrement à Ghost Story, là, où tu peux pas te permettre la moindre erreur. Donc c'est un jeu que je joue maintenant pratiquement exclusivement seul. Je dis la même chose pour Pandémie. Ouais. Ben, en fait, pour les jeux solo, je crois que c'est vraiment important en fait de voir ça comme de la masturbation. La masturbation se fait seule, mais c'est quand même un acte qui est valable, on s'entend. Donc je pense qu'on devrait le voir comme ça. Ça permettrait peut-être de démocratiser un peu plus le jeu solo et de moins avoir de préjugés là, envers les gens qui sont seuls dans leur sous-sol, dans le noir, en train de faire des trucs. Là. Est-ce que est-ce que la masturbation remplace le sexe? Ben non, c'est ça, ça remplace pas, mais ça ne nuit pas non plus. Tu sais, ça va pas à l'encontre de la chose. Donc c'est vraiment comme un hybride, hein, si on veut. Donc, si je comprends bien, Simon, ce que tu es en train de dire, c'est que si je joue à des jeux de société en solo, je vais avoir du poil, il va me pousser sur les mains, puis je vais devenir sourd. Hein? Il y a des chances. Il y a des chances. Ah, c'est magique. Mais... Sinon, ouais, vas-y. Je veux juste dire, mais oui, Simon, je comprends ton argument, c'est d'essayer de normaliser la chose puis de dire que c'est tout à fait normal. Puis, de toute façon, vous l'avez mentionné, les éditeurs le reconnaissent aussi avec les automas puis des modes solo qui tiennent vraiment la route. Il y a vraiment une reconnaissance de l'industrie que c'est une pratique qui est vraiment répandue et qui est un argument de vente. Ben, l'Automata System, pour moi, c'est vraiment une particularité qu'on n'avait pas vraiment vu dans le monde du jeu avant. C'est comme une compagnie qui vient se greffer à des jeux pour proposer un mode solo. Et maintenant, même, c'est rendu un système qui est reconnu, qui fonctionne toujours un peu de la même façon. On sait que Stone Meyer Game l'utilise beaucoup, mais n'importe quel jeu pourrait commencer à utiliser ce système-là. Puis est-ce qu'on va voir éventuellement de plus en plus de systèmes solo pour jouer aux jeux qu'on aime? Est-ce que même, éventuellement, il y a des jeux qui auront plusieurs systèmes solo? C'est à suivre, là, mais je trouve ça c'est intéressant comme changement dans le marché. Là. Fait que c'est un grand préambule-là, en fait. C'était quasiment juste pour amener le fait que, ben, quand on joue en ligne maintenant des jeux de société, il y a aussi un mode dans lequel on peut jouer contre un ordinateur, contre un AI. Puis je pense que le jeu Terraforming Mars, là, je pense qu'il a été développé à Montréal, Lucky Hammers. Puis qui n'existe plus, effectivement. Sylvain, je pense que tu avais même fait un reportage là-dessus, ou un article du moins. Là. Oui, mais rapidement, pour ceux qui s'intéressent, c'est juste, je m'intéressais à la question de comment est-ce qu'on adapte un jeu de société en jeu vidéo. Tu sais, des petits jeux de société de cartes où les jeux genre Unitama, c'est simple, c'est facile, mais des jeux comme Terraforming Mars, c'est toute une autre game. Donc, je suis allé les rencontrer pour essayer de comprendre un peu leur fonctionnement, leur logique, mais malheureusement, ils ont fermé quelques temps après. Reste que le produit est encore intéressant, mais il est encore là. Puis lui, il y a deux modes, justement. Ben, celui-là que le jeu a déjà, donc le mode solo de Terraforming Mars et le mode qu'on peut jouer contre un AI, ainsi que le mode on jouait avec ses amis en ligne. Je pense que c'est un bel objet justement pour montrer qu'il y a ces trois choses-là qui existent. Puis chacun à leur manière ont leurs avantages. Tu joues contre le AI, c'est cool, tu peux gagner 100% du temps contre un AI complètement pété qui fait des moves de cave. Ouais. C'est-tu vrai ça, les AI, il y a juste une difficulté ou? Ben, je pense qu'il y en a trois, mais mets ça à hard dès ta première partie si tu sais jouer. Là. Moi, j'ai de la misère à perdre contre le AI. Ouais. J'ai eu la même expérience. Il m'avait passé une version par contre qui n'était pas encore tout à fait finie lorsque je l'ai testé. Puis c'était exactement ça. Je trouvais que l'intelligence artificielle était vraiment trop facile à battre et des fois même elle faisait des actions que je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Il n'y avait pas encore le draft à ce moment-là, mais je m'imagine comme essayer de demander à l'intelligence artificielle qui est déjà pas super à réussir à bien drafter, de couper au quatre coupes. Alors qu'on serait enclenché à Go, c'est sûr. Là. Il y a des jeux comme ça qui sont plus là, peut-être faciles à avoir une intelligence artificielle en arrière. Facile, sans guillemets, là, parce que c'est du deep learning. Là. On se que le Go, ça a quand même pris... ça fait pas longtemps que le Go, les intelligences artificielles battent les meilleurs joueurs de Go. Là. C'est quand même assez récent. Fait que, tu sais, Terraforming Mars, je pense pas que c'est nécessairement plus complexe que le Go, mais le nombre de moves possibles à chaque moment est vraiment très large. Là. Ben, c'est ça, peut-être que l'intelligence artificielle dans le futur va être capable de faire ça, là, genre à jouer des parties toute la nuit, toute la semaine, toute l'année, puis finalement clencher l'humain à chaque fois. C'est peut-être juste un manque de ressources. Là. C'est une hypothèse que j'ai. Ouais, ben ça fait du sens.
Ouais, moi je vais clairement aborder dans ton sens. C'est pas que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de nous battre et qu'elle est juste pas bonne. C'est plus qu'on met pas les ressources, nous les humains, dedans pour lui laisser le temps d'apprendre. Ouais, disons que nous battre à Terraforming Mars, je suis pas sûr que en ce moment c'est ça que les intelligences artificielles font. Mais bon, Exact. Ouais, éventuellement, c'est, probablement que ça va être le cas. Là. Trop saut de sujet, mais si quand vous n'utilisez pas votre ordi, vous pouvez donner accès à sa puissance pour la recherche sur le COVID. Je dis ça rapidement comme ça. Tiens donc. Exact. C'est une parenthèse assez rapide. Là. Je vais juste expliquer pour les gens qui auraient été comme quoi. J'ai rien compris de ce qui s'est dit. Il existe des outils. Là, on n'ira pas dans les détails. On pourra peut-être mettre le lien dans l'épisode, là, mais où vous pouvez partager habituellement la force de votre carte graphique pour des serveurs externes qui, justement, c'est des intelligences artificielles qui travaillent constamment à diverses tâches. En ce moment, essayer de trouver des informations ou du moins plus d'informations sur le COVID-19. Donc, vous pouvez passer la puissance de votre ordinateur à des serveurs de recherche. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est une parenthèse. Je reviendrai sur le jeu en ligne. Pour moi, il y a vraiment deux types de... Tu sais, tu as mentionné en fait les trois façons de jouer à Terraforming Mars. Je trouve qu'ils font du sens. Mais il y en a une qui est pas là. Et quand on parle vraiment de jouer à un jeu de société contre d'autres humains ou avec d'autres humains, tout dépendant, mais il y a le mode Tabletop Simulator où on a les pièces physiques, mais on n'a rien d'autre. On a le matériel, donc il faut connaître le jeu, il faut savoir les règles, et on peut tricher, faire des erreurs, X, Y, Z. Ou on a le mode, mettons, on pense à Board Game Arena, où tout le jeu est programmé. Donc, à chaque tour, on a accès seulement aux options qu'on peut faire. On peut pas bouger des cartes n'importe comment, on peut pas piger n'importe quelle carte. Donc, toutes les règles sont scriptées, souvent ce qui rend le jeu beaucoup plus rapide. Là. Oui, pour avoir joué à Tabletop Simulator, ça prend une petite barrière à l'entrée là, de se familiariser avec le truc, mais c'est surprenant, ça marche bien quand même. Exact, ouais, ça marche très bien. Oui, vas-y. cette Ouais. barrière-là, elle est là pendant longtemps, puis c'est juste récemment que j'ai commencé à m'y habituer. Juste, c'est aussi ce qui est le fun avec Tabletop Simulator, ça reste la grande diversité des jeux disponibles sur le Steam Workshop. Mais oh, c'est même chose pour moi. Ça se demander d'un point de vue légal, il y a une espèce de gros flou là-dessus, là, Il y a Tabletop. vraiment un gros flou, ouais, exact. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Ça reste que ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a quand même certains jeux qui sont pas présents. Comme tu vois, Terraforming Mars sur Tabletop Il Simulator, n'est il pas n'est là. pas présent, à part peut-être une version en russe, mais Il y a des et jeux qui pourtant, sont payants aussi sur Tabletop Simulator. ah ben ça c'est peut-être ça. Tu vois ça, je l'ai pas exploré ce côté-là. C'est peut-être des jeux, certains jeux qui sont payants qui bloquent l'accès en, en free to play là, si on veut. Euh, À mon avis, il y a des éditeurs qui sont aussi dans une logique. Tu sais, t'as différentes logiques par rapport à quel point je donne accès à mon jeu. T'as des ouais. éditeurs qui voulaient pas donner leurs règles tout court parce que ils se disent que tu pourrais acheter le jeu dans une autre langue en moins cher ou whatever, puis juste récupérer les règles traduites. Alors qu'il y en a d'autres qui sont, on va vous donner le maximum de ce qu'on peut vous donner parce que plus que vous jouez à notre jeu, plus vous en parlez, plus il y a de chances que vous l'achetiez. Puis c'est deux logiques qui se valent au final, puis il n'y en a pas, tu sais, il n'y a pas de solution. Mais Sylvain, est-ce que tu crois que justement cette logique-là, pour moi, qui fait vraiment du sens, là, qui est comme jouer à notre jeu dans un format un peu tu sais, en ligne, puis éventuellement vous allez l'acheter en vrai, est-ce que là, on est dans un moment où tout va changer parce que là, on se rend bien compte que il y a des gens qui vont jouer là-dessus bien plus qu'avant, puis qui pourraient commencer à jouer exclusivement là-dessus, tu sais? Ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir un transfert et qu'au final, c'est des ventes perdues. Puis si c'est des ventes perdues, c'est un éditeur qui pourrait potentiellement disparaître parce que ses jeux sont plus vendus. Ben, c'est un, Asmodée Digital avec Asmodée Digital me semble être dans cette logique de on prend nos gros titres, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui sont populaires, puis on en fait une version numérique payante. Je faisais une recherche rapide hier pour un article pour autre chose sur les versions numériques de jeux. Puis Pandémie est à peu près sur toutes les plateformes Ouais, possibles. Catan aussi. ouais, Euh, Des bonnes bon, versions, là, bien faites et tout, là. c'est ça. Donc, je pense que absolument.
la logique là, c'est une logique double. C'est une logique c'est de la promo. On fait connaître notre produit. Et en même temps, pour ceux qui aiment le produit, mais qui peuvent pas jouer chez eux pour X, Y raison avec des amis, mais qui cherchent du monde avec qui jouer, ils peuvent y aller en ligne. Donc, comme c'est une version payante, mais ils sont gagnants sur les deux fronts. Sauf que c'est pas tous les éditeurs, malheureusement, qui ont les fonds nécessaires pour pouvoir faire une version payante. Ou c'est juste un jeu qui est malheureusement pas assez populaire pour qu'une boîte indépendante aille voir l'éditeur et dise Hey, ton jeu, là, on veut en faire une version numérique. Donc c'est Ouais. plus petit que c'est difficile en fait comme truc. Puis aussi, c'est de policer, là, essayer de trouver hey, je viens de voir qu'il y avait une copie illégale de notre jeu qui traînait sur tel site, retirer ça, blablabla. C'est aussi beaucoup de travail. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'on se retrouve avec certains jeux qui peuvent être sur des plateformes en ligne et d'autres non. Là. Ouais, mais tu Ouais. vois la différence avec aussi Tabletopia, je sais pas si vous l'avez utilisé. Ouais. Et maintenant, Ben, je connais, mais j'ai pas joué. Oui. Tabletopia, ben, tu vois, tous les produits, tous les jeux Star Wars ne sont pas présents. Tu vas pas trouver un jeu Star Wars sur Tabletopia, alors que sur Tabletop Simulator, il y en a. Donc, je me demande là, deux, des deux jeux, en fait, parce que c'est deux jeux, comment ils fonctionnent. Peut-être que Tabletopia essaye justement d'être un peu plus légal à ce niveau-là, alors que vu que Tabletop Simulator, c'est community-based, ben, Ouais. c'est plus dur d'avoir un contrôle là-dessus. Alors que si c'est basé sur une business, dans le fond, qui font des ententes avec des éditeurs, ben c'est ça. Ils se prennent probablement moins de gros titres à cause de ça. Peut-être c'est pour ça qu'il y a moins de choix, à mon avis aussi. C'est possible aussi que Tabletop Simulator se voit un peu comme Facebook ou YouTube ou Pornhub, c'est-à-dire on est juste une plateforme. On n'a on va mettre aucune restriction et aucune règle particulière à ce qui est mis parce que c'est pas nous qui gérons le contenu, on est juste une plateforme Ouais. de diffusion. C'est peut-être ça aussi leur défense, entre guillemets. Là. C'est pas mal ce que Facebook avait utilisé en disant on n'est pas un média, on laisse les gens mettre ce qu'ils veulent. T'sais. Ouais, mais tout ça, ça me ramène à une réflexion. Ça fait longtemps qu'on dit que la ligne entre les jeux de société et les jeux vidéo est de plus en plus mince. Dans quelques années, ça va être plus difficile de savoir justement qu'est-ce qui est un jeu vidéo, qu'est-ce qui est un jeu de société. Mais là, on dirait qu'avec la situation qu'on vit en ce moment, on est dans ce moment-là, mais en accéléré extrême. Là. Je veux dire, si je joue chaque jour à des jeux de société, mais en ligne, est-ce que c'est des jeux vidéo ou c'est des jeux de société? Puis est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Sauf que c'est comme on a deux mondes différents. On a les éditeurs de jeux de table et on a les studios de développement de jeux vidéo d'un autre côté, mais qui sont rendus dans la même boîte d'une certaine façon. Là. Clairement, ça va être intéressant de le voir après ces études-là. Genre, quel impact ça va avoir eu sur notre consommation de jeux. C'est intéressant d'un point de vue sociologique, ça c'est clair. Ouais, ben les jeux de société en ligne. J'avais un autre sujet aussi par rapport à ça qui a été mentionné par Vincent de l'école du jeu. Que je trouvais très intéressant. C'était un concept que j'avais déjà comme entrevu, mais que j'avais jamais entendu exprimer aussi clairement. Si on prend particulièrement l'exemple de Board Game Arena, où toutes les règles, tout le setup, tout ça se fait pour toi, donc ça accélère beaucoup les parties. On peut dire qu'une partie va se jouer en 50%, 25% du temps requis en temps normal. Ça vient créer le même phénomène qu'on va voir dans certains jeux vidéo, donc des gens qui jouent 500, 1000, 1500 parties d'un jeu, ça va créer un aspect très compétitif, très hardcore gamer que on va difficilement retrouver à part dans certains types de jeux très niches dans les jeux de table. C'est clair, j'avais même écrit ça sur mon petit papier, là, parler de la compétition. Parce que y a des leaderboards aussi des fois, là, en plus que Oui. tu es encouragé genre à avoir un maximum de scoring. Puis si tu joues tout seul chez vous, là, comme tu as fait de points toi à Wingspan, ben, on s'en fout, on sait pas si tu as triché, on sait pas si tu as mis les bonnes règles, tandis que là, quand c'est régulé, ben, ça devient déjà plus intéressant. Là, il y a eu un tournoi de Colon de Catane, je pense, à Récréation, Sylvain. Fait que, tu sais, déjà là, genre ça, c'est un peu plus réglé, tu sais, tandis qu'en ligne, ben, au moins, tu as l'avantage que ben, tout le monde a au moins eu les mêmes paramètres. Là. Moi, je me suis fait torcher souvent quand j'ai joué là, des jeux. Là.
Ouais, parce que toi, t'arrives, t'es comme, ah, j'ai déjà joué à ce jeu-là 2 fois, vas jouer contre des gens qui ont joué 200-300 parties de Terra Mystica. Ça Ouais. vient changer un peu la donne que quand tu joues avec quelqu'un qui en a joué 10, tu sais. C'est une autre façon de C'est un voir autre le niveau, jeu. là. C'est un autre Exact. niveau, ouais. Qui va être très difficile de voir dans les jeux de table concrètement, mais quand tu te retrouves en ligne, là, il y a de tout type de gens. Là. Va te pratiquer en ligne, va torcher tes amis après. C'est ça la leçon. Il y a un autre truc intéressant que j'ai observé avec le jeu, le jeu numérique, là, les jeux de société en version numérique, qui sont très souvent en ligne, mais pas forcément qu'en ligne, c'est que ces jeux-là, s'ils ont été bien programmés, tu as exactement les bonnes règles, théoriquement. Ouais. C'est vrai. Et quand tu joues à un jeu de société, combien de fois ça nous est arrivé de on fait tout ça correctement, je suis pas sûr, va relire, ouais, c'est pas clair, je sais pas, on va dire que c'est ça. Attends, je vais checker un forum. Alors que là, ben, le move, tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Ouais, ben en fait, ça m'a aiguillé souvent sur des règles que j'étais pas Ouais, certain moi aussi. sur Board Game Arena. Je jouais à un jeu, puis là, j'étais comme, ah, c'est pas de même. Puis là, tu relis les règles, puis là, finalement, tu comprends que, ah, c'était pas exactement. Mais l'autre côté peut être aussi là, dans le sens que si le jeu n'est pas très bien encadré par la compagnie, qui a les moyens de faire du Q&A puis de tester, ben ça se peut que le jeu a été programmé avec les mauvaises règles. Et ça devient aussi un peu touché. Quelle est la vraie version du jeu? Puis est-ce qu'il y a une vraie version finale, hein, tu sais? Ouais, parce que comme dit Pierre Poisson-Marquis, PPP7, quand il t'explique un jeu, il t'explique jamais avec les bonnes règles. Mais au final, il dit toujours, t'as-tu eu du fun? Fait que c'est ça qui est important, hein? Ouais, effectivement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette logique-là parce que des fois, j'explique des jeux dans mes animations. Puis je sais que cette règle-là est juste comme pas claire, pénible, que ça ajoute un degré de complexité qui est pas nécessaire, qui va peut-être ralentir le jeu. Je vais juste faire comme ça existe pas, cette règle-là, quand je l'explique, puis voilà. Là. Oh, ça c'est choquant. Ça c'est quand même assez choquant, non? Pas du tout. Pourquoi ce serait choquant? Je sais pas. C'est comme, est-ce que tu le dis aux gens? Tu dis, je vous présente ma version du jeu, ou... Ben, ça dépend. Je vais... Non, mais je suis prêt à défendre ça, là. Ça risque que c'est pas l'idéal, mais des fois, pour certains jeux, dans certaines circonstances, tu peux faire ça et tu peux. Moi, dans ce cas-là, je vais souvent dire c'est une version, tu sais, c'est le niveau débutant, là. Ouais, c'est ça. Inventé par moi. Non, ça, on le dit pas. Bon, ben ça c'est un autre sujet complètement. Messieurs, vous avez ouvert une boîte de Pandore ici qui est assez... justement, je pense que plus tard, dans un autre épisode, on va parler du contrat social. Quelque chose, peut-être qu'on aura la chance de revenir là-dessus. D'ailleurs, ça m'étonne que personne n'ait mis l'animation dans les jeux comme sujet. Ça pourrait être un sujet vraiment intéressant qu'on a assez peu parlé, malgré le fait que la plupart de nos invités ont tous été animateurs et animatrices de jeux à un certain point dans leur vie. Tout à fait. Seb, je vais te laisser peut-être, je sais pas si c'est le moment de conclure sur les jeux de société en ligne. On s'entend qu'on a vu que la pointe de l'iceberg, mais je vais te laisser un mot, voir où on s'en va avec ça. Ben, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue d'argent là-dedans. Alors qu'on pensait que c'était une démarche ou un truc qui était plus là, en dessous des couvertures, là, d'une pratique là, marginale. Là, avec ce qu'on vit en ce moment, il y a des chances que ça redevienne plus au goût du jour. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, les mêmes que je suis, on est tous là-dessus. On le voit dans les posts. Là, il y en a plein qui n'arrêtent pas de... Il y en a qui se tapent leur iPad, genre, puis ils regardent, check ma game, genre, je fais ça en streaming. Puis là, tout le monde qui sont en ligne fait comme, ben, t'es niaiseux, votez en ligne, il y a des outils pour ça. Fait que là, on est dans une période il y a une période de transition en ce moment là, qu'on est en train de vivre. Et d'un point de vue sociologique, encore, je le plug, là, c'est vraiment intéressant. Fait que là, on a scratch the surface à peine avec le jeu de société en ligne. Fait que c'est un sujet assez intéressant. Qu'on devrait remettre au menu peut-être plus tard. En fait, après la crise. Effectivement, de faire un suivi post-crise sur comment ça leur a influencé l'industrie. Je pense que ça peut être vraiment cool parce que juste en parlant quelques minutes comme ça, on voit que c'est pas juste je joue sur telle plateforme puis telle plateforme. Il y a plein d'enjeux autour de ça qui sont vraiment intéressants. Dans le fond, messieurs JF et Sylvain, je vous laisserai peut-être juste une petite phrase de conclusion là-dessus de votre côté. Donc, Sylvain?
Il y a juste un petit élément, je vais ouvrir une porte, là. On parle de jeux en ligne, mais il y a aussi jouer via stream, qui est très intéressante. J'ai fait cette expérience-là avec la récréation pour la première fois. Jouer à un jeu en ligne avec Nina, mais avec un public qui joue en même temps que nous. C'est pas une version numérique du jeu. On jouait avec le jeu physique, mais on joue en ligne avec les gens à la maison. Donc c'est une expérience qui est complètement différente, nouvelle. Je sais pas s'il y a des jeux qu'on va voir apparaître qui vont être adaptés à ce système-là. Si la crise perdure un peu, peut-être que des éditeurs vont essayer de se lancer dans ce filon-là aussi. Je pense que Decrypto a fait un post, là. Il a fait que, ouais, vous avez fait une capture d'écran, puis vous pouvez jouer à Decrypto, nanana. Fait que, ouais, je suis d'accord. Oui. Ouais, de mon côté, je pense que surtout dans le contexte de la crise en ce moment, tu sais, les jeux en ligne, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. C'est pas de hier quand même. Ça fait un bout que c'est relativement populaire, du moins je pense que ça gagne en popularité. Et avec la crise, ça va être intéressant de voir comment les gens vont s'adapter à ça. Est-ce que les gens vont s'habituer de plus en plus à jouer en ligne? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux types de joueurs à la fin de cette crise-là, des joueurs qui vont chercher plus une expérience en ligne maintenant parce qu'on va s'y habituer et aussi au niveau du consommateur parce que le consommateur en ce moment au niveau du divertissement de jeux de société c'est principalement des podcasts ou des vidéos d'explications de règles ou des trucs comme ça. Est-ce que ça va devenir un nouveau type de divertissement aussi, regarder des gens jouer à des jeux de société comme on regarde des gens jouer à des jeux vidéo? Est-ce que, parce que en ce moment, on peut voir que depuis le jeu vidéo, ça fait longtemps que ça existe, il y a plein de gens qui le font et il y a une grosse communauté. Est-ce que cette communauté-là va être prête à suivre le pas vers le Twitch, vers le Facebook Live et voir s'il y a vraiment une communauté qui va se créer alentour de ça ou si ça va être juste passager pour la crise et que ça va redevenir un peu à la normale. Donc, c'est tout ça que je vais garder à l'œil puis que j'ai en tête là, durant ces prochains mois. Ben, en fait, c'est clair que les avenues sont en train de se diversifier et on voit une accélération du médium du jeu sur tout ce qui est numérique. C'est dur d'en voir les répercussions, mais ça explose à tous les niveaux. Selon moi, ça va changer l'industrie. Peut-être pas définitivement quand la crise va être passée, mais il va y avoir eu des changements qui vont rester, dans lesquels il n'y aura pas de retour en arrière possible. Eh bien, messieurs, ça fait le tour de ce petit iceberg, cette petite pointe. On a, comme dit Seb, scratch the surface, jeu de société en ligne, très intéressant. On va passer au deuxième sujet maintenant, qui sera probablement un petit peu moins massif, quoique on ne sait jamais où on peut aller avec ça. Ça va être le sujet des game jams. Donc les game jams, encore une fois, quelque chose qui est très très populaire dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a des ligues, ça se fait depuis des années, les compagnies utilisent ça pour du recrutement, les compagnies utilisent ça pour de la promo, il y a vraiment de tout. Mais dans le monde des jeux de société, c'est quelque chose d'un peu plus marginal qu'on va voir un peu moins souvent. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là aujourd'hui? Probablement parce que je viens tout juste de participer à un game jam. En fait, je devais remettre le jeu 1 heure avant qu'on commence l'enregistrement aujourd'hui. Donc c'était un 24 heures. J'ai dormi peut-être 5 heures, même pas, dans les dernières 24 heures pour travailler sur ce game jam-là que j'ai remis 1 heure avant qu'on commence l'enregistrement. Et aussi parce que, ben moi je suis vraiment un fan de Game Jam, mais avec nous on a GF qui est un coach dans des Game Jam, il l'a fait déjà plusieurs fois. On a Sylvain et on a Seb qui sont juges dans des Game Jam aussi de jeux de société. Donc je pense qu'on va pouvoir ratisser assez large. Je vais essayer de mettre la table, mettre quelques éléments à gauche, à droite et je vous laisserai enchaîner un peu dans la direction que vous voulez. Je vais peut-être commencer justement en parlant du Game Jam que je viens tout juste de participer. C'est un Game Jam qui s'appelle Restez chez vous et créez, qui est organisé par un groupe de print and player français, Do It Your Game, que ça s'appelle. Et c'était un Game Jam virtuel de print and play.
Et ça, de print and play, déjà, il y en aurait long à parler. Là. C'est des jeux qu'on imprime, qu'on découpe et qu'on peut jouer avec dessus. Il y a plein de niveaux de print and play, mais c'est toute une sous-culture qu'on n'a jamais vraiment explorée au podcast. Mais c'était un game jam de print and play, donc il fallait à la fin qu'on envoie un PDF imprimable que les juges allaient imprimer, assembler et tester de cette façon-là pour le jouer. Tout ça était virtuel, c'était via des lives Facebook qui ont donné la thématique à la bonne heure selon un live Facebook. Après ça, il y avait un Discord tout le long qui roulait. Les gens pouvaient s'échanger des choses, avoir de l'interaction. Et étrangement, en fait, j'ai eu plus d'interaction dans un game jam virtuel avec les autres participants que j'en ai eu en vrai. Donc ça, c'est déjà assez paradoxal. On dirait, vu que c'est comme il y a une espèce de filtre, on se sent plus à l'aise d'aller parler aux gens, d'exprimer des idées. Donc c'était quand même une expérience assez unique parce que tu es à la maison, tu es seul et tu travailles sur un jeu pendant 24 heures. J'avais adoré ça. Les game jams, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait aborder, donc comment juger, comment organiser un game jam, qu'est-ce qui fait qu'un game jam va être bien réussi, mais aussi du point de vue d'un participant, comment bien réussir son game jam, comment avoir une expérience satisfaisante. Tout le monde le sait, tout le monde va le dire, dans un game jam, le but c'est pas de gagner, mais bien de participer. Bon, ça sonne un peu cucu dit de même, là, mais c'est déjà difficile en fait de participer à un game jam, de réussir sa participation est déjà assez difficile comme ça. Gagner va souvent être une espèce de petit bonus supplémentaire, mais qui n'est pas l'objectif. Et finalement aussi, c'est quoi l'attrait d'un game jam pour l'industrie du jeu, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on s'entend, la plupart des jeux qui sont faits dans des game jams, à part quelques exceptions, ne seront pas retravaillés, ne seront pas publiés. Ça reste des espèces d'objets d'études qui sont plus ou moins achevés et qui vont être très difficiles à achever parce que souvent ont été faits très rapidement. Donc le fait de faire un jeu aussi rapidement, on sait que ça ne donnera pas un vrai jeu. Donc est-ce qu'il y a quand même un intérêt à faire ça? Je sais que c'est assez large, mais je vais laisser quelqu'un partir, si vous voulez bien, prendre la balle au bon et entamer une discussion sur tout ce qui a été dit ou autre chose auquel vous pouvez penser. Ben, peut-être qu'on peut parler rapidement de notre expérience par rapport au Game Jam, puis ça devrait peut-être ouvrir la porte à des discussions. Donc, je peux commencer en disant quelle est mon expérience. Les Game Jam, ça fait longtemps que je sais que ça existe et tout ça, mais les premières fois que je suis entré en contact avec des Game Jam, c'est via des articles. Je suis allé couvrir les événements. Donc, pas comme participant, mais vraiment comme observateur. Comme journaliste. Comme journaliste, c'est ça. Donc, j'avais vraiment une position un peu particulière parce que j'étais là, mais je faisais rien. Il y a un des Game Jam où je suis allé, c'était au tout début. Donc, les équipes qui arrivent, qui se font présenter les trucs, c'était dans le cadre de Global Game Jam. Donc, c'est à travers le monde entier. Donc, c'était une expérience vraiment particulière parce que tout le monde en même temps, regardait la même vidéo qui annonçait quel était le thème et tout ça. Puis toutes les équipes qui se forment, puis toute la dynamique autour. Donc, c'était vraiment très effervescent comme moment. Alors que je me suis douté que pour la suite, ce serait beaucoup plus tranquille dans le sens où les gens, il y en a qui rentrent chez eux, il y en a qui restent sur place pour travailler. Vu que c'est du game jam de jeux vidéo, c'est toujours... c'est quasiment toujours ça qu'on retrouve là, du jeu vidéo, mais c'est toujours la question de l'informatique, le matériel pour pouvoir développer. Le lieu où je me trouvais prêtait du matériel, mais c'était possible d'avoir son propre ordinateur et tout ça. Puis l'autre expérience de Game Jam que j'ai eu en tant qu'observateur journaliste, c'était à l'inverse, à la fin du Game Jam. Donc là, je suis arrivé à la fin pour rencontrer un peu les participants et les organisateurs, puis demander comment ça s'était passé, puis tester un petit peu les jeux sur place, voir un peu ce qui en retourne. Puis je dois avouer que c'est quand même surprenant de voir ce que les gens arrivent à faire dans un 24 heures de création, de réussir à sortir des jeux des fois qui sont vraiment comme « Hey, j'ai envie de jouer plus. » là, tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose là. Évidemment, c'est pas parfait tout ça. Mais mes expériences en tant que Game Jam jeu de société, j'en ai fait qu'une seule, puis c'était le Game Jam de l'ETS et j'ai été invité comme jury. Donc là, c'est complètement autre chose. Je l'ai fait avec notamment Sébastien qui était là aussi. Je sais pas si son expérience va être la même que la mienne, mais
c'est vraiment particulier parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. On nous a donné une grille d'évaluation. On nous a mis en équipe de 2 avec un autre membre de jury. On nous a dit, OK, vous allez faire le tour des jeux et vous allez rencontrer les créateurs. Vous avez un genre de 10 minutes à peu près pour vous faire expliquer le jeu, le tester. Puis après, vous devez évaluer. Donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Après avoir testé le premier, dans mon cas, je me suis dit, je peux pas l'évaluer parce que il faut que j'en vois d'autres pour pouvoir juger de façon comme plus honnête. Si par exemple le premier, je le détruis parce que je trouve que ça fonctionne pas bien, qu'il y a des trous et tout ça, puis je me rends compte en fait que c'est un peu la norme parce que les créateurs ont eu 12 heures puis c'est moi qui est juste trop sévère, ça serait un peu trop méchant pour le premier jeu testé. Puis puis donc c'est ça, donc c'était une expérience que j'ai trouvée très intéressante. C'est comme une expérience double. C'est la première fois que j'étais jury pour un jam, mais en tant que jury, c'est la troisième fois qu'on me demande de l'être. Et à chaque fois, c'est tout le temps un peu déstabilisant. Tu sais, tu te dis, moi je l'ai pas fait, là, j'ai pas participé à ce concours-là, mais je vais venir évaluer le monde. Donc c'est vraiment spécial. C'est à la fois flatteur et à la fois un peu déstabilisant. Mais dans tous les cas, le Game Jam PS où j'étais, puis les jeux qu'on a testés, j'étais au final très surpris du résultat, notamment le gagnant qui me donnait presque l'impression d'avoir un jeu qui était prêt à être édité. Là. Donc c'est ça, c'est mon expérience générale. Je vais laisser Sébastien probablement prendre le flambeau. Ouais, puisqu'on est vraiment dans cette fameuse expérience de juge-là. Moi, de mon bord, mon chapeau, c'est que j'enseigne à l'Université de Montréal et à l'UQAT. J'ai des cours en fait, je coach déjà des étudiants à faire des jeux de société. Et puis c'est étrange aussi d'arriver dans un processus de juge quand c'est pas moi qui ai monté la grille d'évaluation. J'ai à peu près le même rapport que Sylvain là-dessus. Hein. Parce que, tu sais, j'étais tout le temps dans la position de « Ah, ben moi, clairement, j'aurais mis ces éléments-là en avant au détriment de ceux-là. » Mais en même temps, tu es là pour un petit peu rentrer dans les cases que l'ETS nous a mis. Puis je pense que d'une année à l'autre, eux autres entendent aussi les commentaires qu'on leur donne. Fait que je pense qu'il y a quand même une amélioration de ce côté-là. Mais c'est vrai que effectivement, les qualités des jeux, souvent, c'est assez surprenant parce que il y en a là-dedans qui peuvent dépasser. Là, je vais me faire peut-être tirer des roches par d'anciens étudiants. Mais un projet fait en 24 heures, des fois, ça peut surpasser un qui a été pris la moitié d'une session à faire. Ce que je trouve dans certains cas. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a du monde qui ont du talent pour vrai là, chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, puis il y en a qui ont aussi des postes de designers qui se mélangent à cette cohorte-là. Ceux qui ont gagné, là, c'était pas leur premier rodéo. Là. Fait que, tandis que moi, à l'UQAT, je prends des étudiants qui sortent du cégep. Là. Fait qu'il y a quand même là, un truc à respecter là-dessus, mais c'est des tendances. Sinon, un point qui était... Oui, vas-y. Ben, c'est juste pour dire, dans le fond, toi, tes étudiants, à la base, sont là pour le jeu vidéo. Donc, ils n'ont pas nécessairement un background de game designer, de jeux de société, puis ça paraît. Puis dans les game jams, moi, pour avoir été coach là, les 3 ans là, de l'ETS, tu sais, je peux voir le niveau. Vraiment, le niveau entre les différentes équipes, tu passes, tu t'écoutes ce qu'ils te disent et tout, puis je peux savoir qui en a déjà fait, qui en a pas fait. Mais au bout de la ligne, c'est pas grave. Un game jam, c'est là pour se pratiquer, justement, se mettre au défi, puis essayer de vivre avec les contraintes, là, les différentes contraintes, autant de la thématique que du temps. Mais c'est un exercice avant tout. Donc, oui, il y a un gagnant à la fin, les juges, ça, puis ils donnent un gagnant, puis c'est toujours le fun d'avoir une raison, puis d'avoir disons, une récompense à la fin, mais au bout de la ligne, pour moi, c'est vraiment pas là l'important. Tu sais, l'important, c'est d'avoir appris, d'avoir expérimenté le game design, puis d'avoir évolué dans son apprentissage. Là.
faut gérer aussi les autres membres de l'équipe, là. Des fois, t'es là avec ton meilleur chum, puis là, tu te mets avec 2 autres personnes, puis là, la chimie prend pas, là. C'est tous des trucs qu'on peut voir aussi apparaître en Game Jam, là. Oui, C'est pas exactement. toujours du monde qui se connaissent aussi, là. Fait que ça, c'est déjà une étape en soi. J'allais dire que de particulier avec le Game Jam, le jeu de société, par rapport à lui de jeu vidéo, c'est souvent qu'en jeu vidéo, on va jumeler des équipes avec des compétences complémentaires, tandis qu'en jeu de société, tout le monde va être sur le système, tout le monde va être sa thématique, tout le monde va être pas mal là-dessus. Peut-être qu'à la fin, la personne qui est plus à l'aise avec les dessins va peut-être faire un travail artistique de plus, mais règle générale, tout le monde est là-dessus. Ça, c'est de particulier, puis ça peut être encore problématique. T'es pas juste comme tout seul ou à deux pour faire un game design. Souvent, t'es à 4 ou 5 là, pour faire le système au complet, puis c'est tough séparer le cerveau. On parlait des jeux coop, là. C'est créer un jeu, c'est une expérience coop aussi. Ouais, Puis tu te exact. dis comme je serais plus efficace de le faire tout seul quand même. Non, puis t'as raison, puis le problème, c'est que en réalité, il y en a pas vraiment de rôles. C'est pas qu'il y en a pas, mais disons, tu sais, les rôles dans un game jam de jeux vidéo, ben ça va être copié un peu sur les rôles dans une business, tu sais. Ouais. On s'entend que ça va être assez similaire, c'est le même genre d'équipe qui est mis en place, puis les rôles sont définis dans les business de jeux vidéo. Dans ceux de jeux de société, ben souvent c'est des petites équipes, les gens ils font un peu de tout. Ben il y a moins, disons, cette habitude de distinguer des rôles. Après, oui, t'as l'artiste, là, généralement l'artiste, c'est l'artiste, ça va. Mais après ça, tout le monde fait un peu de tout selon ce qu'il préfère et tout. Mais comme c'est souvent un processus solo, créer un jeu, ben là, dès que t'es dans un processus de créer un jeu en gang, ben ouais, c'est vrai que la dynamique est pas encore bien établie. Et ça serait probablement quelque chose qui va se former plus l'industrie grossit, plus l'industrie a des employés a un besoin de spécialisation. Ben, messieurs, vous avez vraiment fait un beau tour de table parce que vous avez, encore une fois, circonscrit plein de sujets intéressants. J'ai noté là-dedans, dans le fond, la grille d'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue les jeux qui sont faits là? C'est quoi le but de ces jeux-là? Ensuite, on avait bien entendu l'idée de s'améliorer dans un game jam, donc d'être. C'est pas à cause que t'es un bon designer que tu vas être bon dans un game jam, et c'est pas à cause que t'es bon dans un game jam que tu vas être un bon designer. Oui, les deux peuvent très bien aller ensemble, mais beaucoup de designers de jeux, tu les mets dans un game jam et ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que ça demande des compétences très particulières, ça demande une équipe qui a une certaine expérience, ça demande une équipe justement qui connaît son rôle, qui connaît sa place. Je pense qu'il y a un point qu'on tout le monde s'entend, le game jam est là pour expérimenter, pour essayer des choses. En tant que juge, en tant que coach et même en tant que participant, est-ce que vous trouvez que c'est plus important d'explorer des avenues intéressantes, quitte à ne pas les réussir, que de faire un jeu, mettons, qui se tient bien, mais qui est somme toute pas vraiment original? Je sais pas qui se lance le premier. Moi j'aime mieux. Ben, en fait, moi j'ai comme un flex de j'ai les deux pieds en fait parce que on essaie à l'université de leur faire un jeu qui fonctionne. Fait que l'écriture des règles, on regarde ça beaucoup plus. À la limite, c'est important que le jeu fonctionne beaucoup plus qu'il soit original. Dans certaines évaluations, puis dans d'autres, c'est différent. Moi, j'aime mieux un jeu qui réussit, qui me remet dans mes zones de confort, puis que je me sens intelligent, là, il me l'explique, là, je fais comme ah ok, je comprends, c'est comme ça, mais comme ça ici. Tandis que si tu m'arrives avec un truc vraiment champ gauche, là, que aucun éditeur signerait jamais, souvent je suis moins intéressé par ça. Mais c'est personnel. Ouais. Sylvain? Ouf, c'est dur comme question parce que, comme je dis, Game Jam, jeu de société, j'ai participé qu'à un seul comme jury. Le plus proche que j'ai fait, sinon, j'ai été juge pour un petit concours de proto qui a lieu en fin d'année. Puis sinon, j'ai été aussi, je sais pas, c'est pas juge, c'est pas évaluateur, mais dans le fond, l'école Isard, ils ont dans leur programme création de jeux un cours sur le jeu de société, puis les étudiants ont comme une session pour créer un jeu. Puis j'avais été invité, j'avais notamment proposé à Sébastien de m'accompagner, puis on avait testé des jeux pendant un après-midi. Puis là, c'était pas un concours, c'était pas une évaluation, c'était juste comme on donnait nos retours comme ça. Dans 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 tous les cas, tu sais, il y a
ça dépend ce que tu cherches à faire toi, tu sais. Moi, quand j'y vais comme évaluateur, il y a est-ce que je comprends le jeu, est-ce que le jeu il fonctionne? Mais après ça, moi, ce que j'aime, personnellement, c'est les jeux qui sortent un peu de ce qu'on voit traditionnellement. Mais c'est clair que quand tu as 12 heures pour faire un jeu, ça doit être super difficile de réussir à créer quelque chose qui soit complètement hors norme parce que il faut que tu sois rapide et efficace. Il faut pas que tu passes comme la moitié de ton temps à juste décider le thème qu'on va choisir, par exemple. Donc, je pense que c'est un exercice qui doit être très difficile d'essayer d'aller champ gauche. Et tu reviens rapidement, à mon avis, à des réflexes. Hey, j'ai joué à tel jeu, j'aime ça. Comment est-ce que je peux le twister pour en faire quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau? Mais encore là, c'est une vision que j'ai qui est très externe parce que moi, tout ce qu'on me présente, c'est le produit fini, entre guillemets. Puis moi, je le teste, puis je me rends compte que, oula, ça fonctionne pas. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé quand on testait des jeux, je posais une question. Donc là, si je comprends bien, c'est possible que je joue pas de la game. Et là, je voyais la face Oui, mais Mais ça c'est arrive pas rare. d'habitude. Bon, Une Fois chance. sur 5 maximum. mon but, c'est pas genre de démolir ton truc, tu sais, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. C'est juste, ben, je viens de constater ça. Est-ce que c'est moi qui est dans l'erreur en constatant ça? Ou, mais sauf que des fois, j'ai l'impression que ça aurait pu être senti comme ton jeu, c'est de la merde. Alors que c'est pas, c'est ça. Tu sais. En tant que jury, je me suis vu plus dans une position de, ben, présente-moi ce que tu as fait, je vais essayer de comprendre, parce que, tu sais, on se fait expliquer le jeu très rapidement. Au Game Jam, tu sais, on avait à peu près 10 minutes par table, donc c'est très bref. Là, ils nous expliquent, on teste un petit peu, on n'a pas le temps de faire le tour complet du jeu. Peut-être que c'est le genre de jeu que les 3-4 premiers tours, ça va être un peu confus, puis après, à partir du suivant, c'est comme, oh wow, tu sais, il y a quelque chose de vraiment beau. Ou des fois, à l'inverse, les 2 premiers tours sont comme magiques, mais rapidement, ça tombe à plat, mais je m'en rendrai pas compte. Tu sais. Donc, Ouais. c'est pas facile, je crois, de créer un jeu dans un délai très, très restreint qui va sortir complètement des sentiers battus. Mais en même temps, si tu fais un genre de Monopoly ou un genre de Uno, ben, est-ce que tu as vraiment comme Ouais, c'est pas fait mieux non plus. Il manque peut-être un peu d'originalité à ce point-là. Là. C'est ça, exactement. Ben, en effet, c'est pas facile, mais moi, je suis pas encore du principe que c'est de l'expérimentation, c'est là pour t'améliorer, puis ça va être toi qui va déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc, d'y aller avec quelque chose de plus de plus safe, de moins original, mais qui a plus de chances de marcher, ou d'expérimenter, essayer quelque chose de plus funky ou moins habituel. Euh, Moi, je pense qu'à la base d'un game jam, vu que c'est pour ben, te pratiquer, t'améliorer, je pense qu'au début, là, quand tu débutes dans le game design, tout, tu veux pas être trop champ gauche. Tu veux être justement au contraire, tu veux prouver que tu connais tes mécaniques de jeu, que tu maîtrises les mécaniques de jeu, les différentes mécaniques qui existent, et que tu es capable d'amener une petite touche d'originalité, une petite touche de particularité qui fait que tu n'as pas juste copié un jeu sur un autre, mais que tu as su intégrer le thème, tu as su intégrer une petite mécanique qui fit avec ton thème, qui est différent de la mécanique de base. Donc, en tout cas, moi, ce que je conseille aux gens qui débutent, qui n'en ont pas fait beaucoup, euh, allez-y avec des mécaniques que vous connaissez. Déjà, ça va être un bon défi à réaliser. Après, une fois qu'on est à l'aise, c'est là que, pour moi, c'est là que ça vaut la peine d'expérimenter des choses. Puis, euh, dans un game jam comme ça, tu peux prendre le risque d'essayer quelque chose de très original au risque que ça ne marche pas. Au bout de la ligne, c'est quand même on est dans l'apprentissage même dans l'échec d'une certaine façon. Donc, euh, tout ça, ça va te donner des raisons, ça va t'expliquer pourquoi ça a marché, pourquoi ça va marcher. Donc, pour moi, plus tu vas aller dans le jeu original, très, très particulier, plus tu es expérimenté. Sinon,
Ce que je cherche, moi, quand je coach puis je me promène, c'est de voir que si les gens ils maîtrisent leur mécanique. S'ils sont capables s'ils me proposent des mécaniques de jeux modernes ou s'ils me proposent des mécaniques de jeux classiques à la Monopoly, à la Uno, puis de voir s'ils sont capables de bien les intégrer. Oh, ben, c'est tous des bons points. Je dois dire que, encore une fois, c'est un sujet vraiment large. On pourra pas couvrir tout ce qu'on avait prévu couvrir probablement avec ça. De mon côté, moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est ça reste de respecter pas mal le niveau que vous êtes en tant que designer pour aller chercher la meilleure expérience possible. Moi, ce que j'aime faire et du moins ce que je m'efforce de faire de plus en plus dans mes prochains Game Jam même, ça va être peut-être mon motto, c'est de prendre une mécanique précise, quelque chose de très clair sur lequel on peut bâtir dessus et faire tourner quelque chose qui marche, utiliser quelque chose qui marche et l'évoluer en cours de Game Jam. Souvent, le vrai problème des Game Jam, c'est que on fait un jeu, on est vraiment dans notre tête, mais on teste pas notre jeu. Donc, on va travailler pendant 10 heures sur un jeu pour espérer que ça marche à la fin. Alors que si on prend des mécaniques qui sont très très simples, une mécanique très simple, on a le temps de le tester plusieurs fois. En fait, le premier Game Jam que j'ai fait, on a testé le jeu 0 fois. Le Game Jam que j'ai fait hier, seul, j'ai testé le jeu 12 fois. Donc ça fait une énorme différence en fait en termes d'expérience puis en termes de jeu à la fin. Pas trop de promo, mais je vais sûrement vous reparler du jeu Tetra Village prochainement, qui est le jeu que j'ai remis pour le Game Jam. Ben, bonne chance. Je pense que tu avais même gagné ETS l'année passée, n'est-ce pas? En 2019, effectivement, on avait eu la première place à l'ETS, donc c'était quand même cool avec le jeu Photo Minute. Photo Minute. Photo Minute, Ça devient même un marketing, genre, dessus. Ouais, on avait tout. Ben, en fait, d'ailleurs, tout ce que vous avez dit là, ça m'a donné l'idée de faire peut-être des petites chroniques sur comment bâtir un team et comment bâtir une organisation pour réussir des game jams, sans les gagner, mais du moins les réussir. La présentation que vous allez faire à vos juges est extrêmement importante, surtout dans le cadre, mettons, de l'ETS où tu as 10 minutes avec le juge. Comment tu vas présenter le jeu, comment tu vas organiser ton explication est aussi importante que le 10 heures que tu as passé à développer ton jeu. Donc c'est quand même assez fou, hein? Oui. D'ailleurs, c'est probablement une grosse erreur qu'on a fait au dernier Game Jam de l'ETS. Notre présentation n'a pas été bien réfléchie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc justement, je vais peut-être préparer des petites capsules là-dessus. Merci encore une fois, messieurs. Je pense qu'on a exploré ce sujet-là des Game Jam, puis il y a un bon potentiel de discussion supplémentaire. On va maintenant passer à notre troisième et dernier sujet de l'épisode. Et réellement, on n'a aucune idée c'est quoi. C'est Sylvain, le ludologue, qui va nous parler du concept du paradis perdu. Ok, bon, j'imagine que vous êtes en train de spéculer, à vous demander de quoi il veut parler. En fait, Jean Leloup. En fait, c'est tout simple. C'est vraiment un sujet que je veux ouvert. Je veux en fait vous entendre sur votre paradis perdu. Le concept du paradis perdu, en fait, c'est moi qui le nomme comme ça. Je sais qu'il y a un autre nom pour ça, mais j'arrive pas à le retrouver. Donc, jusqu'à ce que je le retrouve, je vais garder le nom de concept du paradis perdu. En fait, le concept du paradis perdu, c'est ta première fois était ta meilleure fois. Toutes les autres fois après étaient juste une tentative de revivre cette première fois. Ah, c'est sûr que c'est la cocaïne. Je pensais à la même affaire. Mais en fait, là où je voulais m'en aller, c'est votre première fois. Votre premier comme jeu que vous avez fait comme oh shit. Ok, tu sais, je suis tombé dedans. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ça peut être la première fois que j'ai découvert un jeu moderne, comme ça peut être la première fois que j'ai découvert un type de jeu précis, puis que ça a comme ouvert des portes, ça a changé ma façon de voir les choses. Donc, c'est un peu ça, le concept du paradis perdu, c'est cette idée que la première fois était vraiment comme la meilleure, la plus intéressante, puis tout ça après, c'est juste une tentative de revivre ce moment-là.
je suis d'accord que c'est pas forcément quelque chose qui s'applique à tout et tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à observer. C'est d'essayer, dans le fond, de remonter un peu aux racines, puis de voir qu'est-ce qui fait que, tu sais, aujourd'hui, je joue autant à des jeux, puis qu'est-ce qui fait que c'est ces jeux-là spécifiquement que j'aime plus que d'autres. Puis, je veux explorer ça Ah, avec vous. mais Je sais je comprends exactement ce que de quoi tu parles. Moi, Vas-y, JP. j'en ai un jeu comme ça, et c'est Power Grid Factory Manager. OK. C'est loin d'être mon premier jeu. Euh, En fait, je jouais depuis plusieurs années. Étant jeune aussi, on jouait chez nous. Simon avait commencé depuis quelques temps à nous montrer des nouveaux jeux. Mais c'est vraiment celui-là qui m'a fait accrocher au jeu de société. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que le jeu de société, il pouvait ne pas avoir de hasard de marde comme dans Risk ou Monopoly. Donc, des jeux dans lesquels tu pouvais vraiment avoir du contrôle et pas juste comme subir le jeu d'une certaine façon. Et pour moi, Factory Manager me faisait tellement penser à des jeux de gestion euh, et de construction de jeux en termes de jeux vidéo, là. Donc, je suis très dans les jeux de management, des jeux de, bon, un aspect de gestion de ta compagnie X et un aspect de construction, donc d'évoluer ton building. Et dans ce jeu, je trouvais un peu les deux côtés. Euh, donc, avec des mécaniques vraiment originales, avec, oui, du contrôle, mais aussi du chaos qui fait il y a des surprises, puis des fois, tu performes mieux que d'autres et tout. Donc, moi, ça a été vraiment le jeu, coup de cœur qui est resté longtemps mon numéro 1 à cause de ça, là, à cause c'est lui qui m'a convaincu là, que maintenant j'aimais ça, puis de commencer à m'informer là-dessus, puis après, bon, c'est tout a déboulé un peu après ça, mais à ce moment-là, j'étais convaincu. Tu sais. Si tu me permets, Jeff, de pousser un petit peu plus mon concept paradis perdu, est-ce que tu es capable de... Puis, je vois dans le concept du paradis perdu cette idée, est-ce que tu es capable de nous reparler exactement de comment ça s'est passé, tu sais? Genre, c'est Simon qui a débarqué chez vous, t'es allé chez lui, il a présenté le jeu, tu te sentais pas sûr, ou, tu vois ce que je veux dire, un peu plus dans le... Ouais, j'ai pas vraiment. Écoute, je m'en rappelle plus vraiment. Ce que je me rappelle, c'était non, chez un autre de nos amis. On était ben, Simon, moi et Philippe. Et on a tellement trippé la première game on s'est fait une deuxième de suite, immédiatement. Euh, c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Après ça, je sais que c'était vendu, puis que c'est là que j'ai commencé à acheter plein de jeux en ligne frénétiquement, puis genre à checker des vidéos à tous les midis à la job. Puis, dans la Oui, boîte. ben, je peux peut-être juste bonifier l'histoire de GF rapidement. oh là là. Effectivement, ça faisait plusieurs fois que je lui présentais différents jeux. L'aventure postale, Alhambra, Illuminati, donc plein de nouveaux jeux qui sortaient, tout ça, et ça rentrait pas chez lui. Il n'avait pas la piqûre. Et un soir, effectivement, nous étions chez notre ami Popster Oil et nous avons joué à Power Grid Factory Manager, le jeu avec la boîte la moins invitante de tous les temps, mais pour un gars qui s'habille toujours en brun, c'était le choix idéal. Wow. JF a été charmé par ça et effectivement, il dit c'est ce qui l'a amené à regarder frénétiquement des jeux, des vidéos de jeux en ligne et tout ça, et éventuellement à quitter son travail et à aller travailler dans le monde du jeu, à faire un podcast. Donc c'est tout un parcours là, qui découle jusqu'à aujourd'hui. Là. Oui, merci. De mon point de vue, moi, c'est clair que ça va être le jeu de rôle sur table. 7-8 ans, je connaissais juste la Super Nintendo. Puis là, il y a un de mes amis on s'est changé des cassettes. Puis là, il dit, hey, il y a un de mes amis on pourrait jouer à Donjon Dragon. Il n'y avait pas de « et », hein. C'était Donjon Dragon. C'était homemade. En fait, moi, rétrospectivement, j'appelle ça du Freeform RPG. Où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de règles, on n'avait pas de livre ni rien. C'était le maître de jeu qui nous faisait tout faire en roleplay. Même les combats étaient en roleplay.
Fait que ça finissait en prise de lutte sur le divan, là, puis on y met vraiment... ouais, un petit peu quand même, tu sais. Puis tu sais, on s'entend, là, je suis au lac Bouchette, là, on n'a pas accès à aucun club vidéo ni rien. Puis c'est fou parce que, tu sais, là, on pouvait faire n'importe quoi. C'était super violent, il y avait des démons, on tuait tout le monde. Tu sais, on était jeunes, on pouvait faire ce qu'on voulait, on avait cette impression-là. Puis je trouve que le concept du paradis perdu est vraiment bien parce que je ne suis incapable de rejouer de cette manière-là aujourd'hui. J'ai jamais eu ce fun-là, j'ai jamais retrouvé le fun aussi intense que j'avais. J'en rêvais à nuit, là, j'avais juste hâte à ma prochaine game tout le temps. Là, c'était fort. Puis là, après ça, j'ai refait du Donjon Dragon dans des systèmes plus réglés. Au départ, il y a une cassure où est-ce que j'étais comme, ben là, on peut pas faire ce qu'on veut, tu sais. Je peux pas comme grimper sur le dos du géant puis sacrer mon épée dans l'œil. Il faut que je roule un dé. Puis là, le dé, il me dit, je peux pas. Fait qu'il y a eu comme un gros, là, trace par rapport à ça. Puis là, aujourd'hui, c'est avec les jeux vidéo, là, tu sais, j'ai rejoué à Baldur's Gate, là, puis j'ai fait comme, ah, ok, c'est comme ça que ça devrait jouer. Ah, ok, ça peut être le fun pareil. Puis là, j'ai redécouvert un autre jeu de rôle qui est pas le même, mais j'ai effectivement le paradis perdu. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je l'étudie encore. Je suis à la recherche de mon paradis perdu. Un jour, je le retrouverai peut-être. On sent la petite larme dans la voix. Ouais. De mon côté, il y en a plusieurs en fait. Hein, je suis un être rempli de déceptions, mais je vais y aller avec une expérience qui est vraiment précise et marquée. Et ça va être, on pourrait appeler ça le diplomatie. Diplomatie, on va appeler ça comme ça. Pour ceux qui connaissent Diplomatie, méga jeu de négociation. Quand j'ai découvert ce jeu-là, on était à une époque où on jouait justement à Axis and Allies, des jeux donc de confrontation qui avaient une grande part de hasard dedans. Anti-Monopoly. Anti-Monopoly, exactement. En fait, on passait des nuits blanches au Tim Hortons à jouer au Monopoly. Et oui, c'est une phase de notre vie qui existe. On avait tellement modé le jeu, en fait, tu pouvais construire des portails, plein d'affaires, tu sais. Sauf que c'était le seul jeu qu'on avait. Fait qu'on allait au Tim Hortons la nuit, sur la rive sud, c'est la seule place qui est ouverte la nuit. On allait là, on passait la nuit au Tim Hortons, puis on jouait au Monopoly. Donc oui, ça a déjà été ma vie. Et là, on découvre le jeu Diplomatie. Mon père avait ce jeu-là dans le sous-sol chez nous. Et c'est une vieille boîte, tout ça. On commence à lire les règles, c'est pas clair, on comprend pas trop. Pour finalement comprendre le concept de ce jeu-là et la folie derrière ce jeu-là, le fait que tu as des moments pendant 30 minutes où tu te promènes partout dans la maison, puis tu négocies avec le monde, c'était du jamais vu pour moi. Ça l'a complètement changé ma vision de ce qu'est un jeu. Quand on a découvert ça, on a joué, je sais pas, on n'a pas abusé le jeu, on n'a pas joué 50 parties, mais on a joué peut-être une dizaine de parties en 2-3 ans, ce qui est beaucoup pour un jeu aussi massif que ça. On allait dans les chalets, on passait des fins de semaine de chalet, on jouait à Diplomatie, on allait en ski, on jouait à Diplomatie, les parents de quelqu'un n'étaient pas là, on jouait à Diplomatie. Donc on a vraiment exploré beaucoup ce jeu-là et le fait que c'est tellement une expérience organique avec des règles ultra simples. Et bien entendu, plusieurs années plus tard, ça m'amène à participer au Mega Game en ayant une expérience qui revient un peu comme ça. Ça m'amène vers des jeux comme Two Room and a Boom, des jeux très ouverts où tu te déplaces. Ça m'a amené vers Loup-Garou, bien entendu, des jeux de discussion, de négociation. Des jeux comme Backstab. Ben, en fait, JF, tu me connais bien. C'est sûr que ça allait terminer avec la référence la plus obscure du podcast, qui est le jeu Backstab. Un jeu québécois, en fait, qui se veut un grandeur nature / diplomatie / Two Room and a Boom en 45 minutes, dans lequel on incarne des gens dans une cour, donc le roi, la reine, tout ça. Des expériences de jeu qui sont très ouvertes, dans lesquelles le physique est important, les déplacements sont importants, les lieux dans lesquels tu te tiens dans une salle sont importants, les gens avec qui tu parles sont importants, tous les jeux de négociation, les jeux d'échange, ça l'a aussi ouvert tout ce pan-là chez moi. Donc Diplomatie m'a amené vers Chinatown, m'a amené vers... donc m'a amené à plein d'endroits qui est difficile. Je dirais pas à quel point que c'est un paradis perdu, plus que dans le trou du lapin, là, down the rabbit hole, là, donc ça m'a toujours amené plus loin dans cette voie du jeu.
Non, c'est ça, c'est vrai que c'est connexe, là, le rabbit hole, là. Souvent le paradis perdu t'amène au rabbit hole, là. Tu découvres, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est tellement bon, je veux essayer d'en avoir plus. Et là, tu découvres qu'il existe tout un univers. Puis le jeu, c'est ça, là. Il y a encore plein de monde aujourd'hui qui découvrent leur premier jeu de société, puis que c'est une gifle, là. Ils sont comme, oh, ok, c'est ça qui se passe, là. Moi, je m'étais arrêté au Monopoly, puis à Clou avec ma famille, peut-être aux jeux de cartes classiques, puis là, je découvre tout ce qui existe, puis c'est un peu capoté, là. Puis je crois que je crois que le jeu vidéo, il est pour quelque chose aussi, là. Parce que ça a tellement démocratisé la façon de jouer que ça a ouvert les portes à aller rejoindre beaucoup plus de monde. Mais si je peux aller, moi je dois avouer que j'essaie de réfléchir à mon paradis perdu, puis c'est très difficile d'identifier un moment. J'ai des scènes en tête qui me reviennent. Je pense, je dis souvent, je suis un rôliste avant d'être un joueur de jeux de société. Puis ma première expérience vraiment de jeu de rôle, j'étais première année secondaire. Je lisais déjà des livres dont vous êtes les héros, j'avais déjà des cartes Magic et trucs comme ça. J'ai un ami qui m'invite chez lui pour pour jouer. Donc je vais chez lui, puis il y a son frère qui est un peu plus vieux, il y a comme deux de ses amis qui sont là, ils sont tous les quatre autour de la table, puis là, il me dit qu'ils sont en train de jouer à un jeu de rôle. Donc je savais pas trop ce que c'était. Il m'invite à m'asseoir avec eux. Il y a un des joueurs qui est pas là, donc je récupère sa fiche. Je regarde la fiche, je comprends rien de ce qui est pour eux autres, c'est comme tout est normal, naturel. Ils disent des trucs, puis je suis comme OK. Puis, tu sais, genre, je me fais expliquer la situation. On est devant une espèce de temple et tout ça. Puis là, je dis, ben, je sais pas, peux-tu genre grimper? Puis là, il dit, ah ouais, c'est bon, t'as une bonne dextérité, essaie de faire un jet. Puis là, je fais un jet, puis je me pète la gueule. Et là, Classique. ouais. Et là, je pars à rire. Mais vraiment. Puis là, tout le monde autour de la table me regarde avec les gros yeux et je suis plié en deux. Et le restant de la game, je ris tout le long. Je suis comme, wow. Wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est trop génial. Parce que là, je venais de découvrir en fait qu'on pouvait ouvrir des portes et faire un peu n'importe quoi est-ce qu'on voulait. Et le jeu de rôle, ça a vraiment été ça pour moi. Puis après ça, j'ai joué à différents jeux de rôle avec des amis. Puis c'est vraiment cette idée de let's go, on y va. Puis quand je joue des jeux de rôle, je participe à l'histoire, tout ça. En tant que joueur, je participe à l'histoire. Je veux que l'histoire avance, mais j'aime ça beaucoup mettre de trucs qui sont cinématographiques, qui sont, tu sais, genre c'est exagéré, c'est rigolo. Puis j'essaie de recréer en fait ces moments-là, ces situations dont on va en fait reparler plus tard. Parce que pour moi, dans le concept du paradis perdu, il y a toute cette notion de qu'est-ce qui te reste après avoir fait quelque chose. C'est les moments et les souvenirs que tu réussis à garder de ça. Si tu joues à un jeu ou si tu fais n'importe quelle activité puis tu t'en souviens pas trop, tu fais ah oui, j'ai joué. Ouais, c'était peut-être cool ce moment, mais ce qui te reste avec toi, c'est vraiment tout le souvenir. Donc ce que tu en as gardé. Donc pour moi, c'est super important d'avoir des moments qui soient marquants, qui soient vraiment comme hey, wow, tu sais, je viens de faire quelque chose, il vient de se passer quelque chose. Ah, c'est vraiment tellement rigolo quand il se passe ça limite, c'est encore meilleur quand ça survient de façon un peu inattendue. Tu sais, c'est pas genre j'ai planifié que là, je ferais tel truc, puis là, ça va faire rigoler tout le monde. C'est plus genre voir que ça, c'est arrivé, tu sais. Puis les jeux de société le permettent quand même, moins que le jeu de rôle d'une certaine façon, parce que les jeux de société sont souvent dans un environnement plus fermé. Où, tu sais, les règles, c'est ça, mais tu peux quand même avoir des situations qui sortent de l'ordinaire. Je dirais que c'est aussi peut-être une portion du hasard qui vient ajouter ça. Tu sais, quand 4 fois de suite, tu échoues une action, ça commence à devenir très rigolo. Tu sais. Donc, j'associe beaucoup le concept du paradis perdu à le souvenir que je garde de mon expérience de jeu, puis comment est-ce qu'elle continue à me suivre des années, voire décennies après, rendu à notre âge. Puis ça, c'est vraiment important. Puis quand là, je sors un petit peu, mais tu sais, quand j'organise des jeux, tu as parlé du Mega Game, Simon, mon objectif, c'est ça, c'est que les gens, après ça,
le méga game, l'événement est très stressant, il se passe plein de trucs, mais le fun, en fait, après, c'est de rejaser des moments marquants, des trucs que tu as fait, voir qu'on a fait ça, voir qu'il s'est passé ça. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important, de toute façon, dans les expériences ludiques que je fais, c'est d'avoir un souvenir qui soit vraiment marquant après, que ce soit comme « wow ». Ouais, ben t'as touché un point, je pense. Tu t'as comme abordé la distinction entre les jeux de table, les jeux de société, les jeux de rôle. Le fait que les jeux de rôle, l'enjeu souvent n'est pas nécessairement la victoire ou la défaite. Le fait que tu rates ton rôle 4 fois amène quelque chose à l'histoire. Alors que dans un jeu de table, quand tu rates 4 fois de suite, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est juste ta partie est gâchée, tu sais. Donc c'est comme une façon totalement différente, j'ai l'impression, de voir ça et de garder avec soi des histoires pour le futur. Mais pour ce qui est du jeu de rôle, de ce que j'ai cru voir, on va avoir la chance d'en reparler très prochainement. Ben Sylvain, est-ce que tu veux conclure sur le paradis perdu ou... Qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus? Ben, en fait, je sais pas trop comment le formuler. Évidemment, c'est un concept qui est vraiment très, très flou dans le sens où j'ai pas vraiment d'études derrière. J'ai essayé de chercher un peu sur Internet s'il y avait quelque chose là-dessus parce que pour moi, ça dépasse le cadre du jeu de société, du jeu en général. Mais le jeu est un bon élément à regarder à travers cette lunette-là. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui est universel, entre guillemets, dans le sens où je peux avoir des bonnes expériences de jeu, même si c'est la 30e fois que je joue au même jeu, là. Mais des fois, j'ai cette impression que quand je vais m'installer à une table et jouer, il y a une partie de moi qui voudrait comme revivre ce moment que lors de la tu riais, là. Ouais, c'est ça. Par exemple, ou tu sais, juste un nouveau jeu, un jeu que j'ai essayé, j'ai fait aïe, aïe, c'est bien bon ce truc-là. Puis là, je rejoue. Ouais, c'est bon, mais j'aimerais ça en fait oublier le jeu, puis le redécouvrir à nouveau. Je pense par exemple à Terraforming Mars. Tu sais, j'ai encore du fun à jouer, mais j'aimerais ça comme l'oublier, puis le ressortir, puis là faire comme, c'est quoi ce jeu-là, lire la règle, tout ça, puis jouer la partie, faire comme, wow, tu sais, c'est bon comme jeu. Je sais pas si, hein? Ben d'ailleurs, Terraforming Mars était un de mes paradis perdus, même si c'est à ce jour mon jeu favori. Quand on l'a découvert, j'étais avec JF d'ailleurs, et on a fait 4 parties en une fin de semaine. On est parti à 2h du matin d'une convention de jeu pour avoir le temps de faire une autre partie de plus. On a juste joué sans arrêt, donc c'est ça, l'excitation de découvrir un excellent jeu. C'est toujours plaisant, là. Ouais, ou le Pandemic Legacy, ça a été toute une expérience. J'aimerais ça puis le refaire. Tu sais, déchirer la première carte, là, c'est quelque chose. Hein? Oui. Et bien, sur ces mots tendres, ça va conclure notre premier épisode confinement. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. JF, un petit mot de la fin. Les gens, ils nous suivent où? Ils font quoi? C'est quoi le projet? Ben, comme d'habitude, suivez notre Instagram, Facebook. Sinon, suivez notre page Twitch maintenant, notre compte Twitch. Alors, Simon, je pense que tu vas t'y mettre à plusieurs reprises dans les prochaines semaines. Je devrais aussi faire le pas. Donc, on va être là. Sinon, ben merci au Patreon. On a un Patreon. On a des gens qui nous encouragent pour continuer à qu'on fasse notre mission. Donc, ben merci à vous. Oui, effectivement, merci beaucoup au Patreon, ça c'est vraiment apprécié. Sinon, ben, on se quitte jusqu'à la semaine prochaine, mais pour nous, on va être au micro dans quelques minutes. Vous comprendrez que c'est un spécial confinement de 3 épisodes. Donc, JF et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.